quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants? Est-ce que c'est une société dans laquelle chacun aura ce qu'il mérite, ou bien c'est une société dans laquelle ton nom, ton parti politique vont primer sur tes connaissances? C'est ça qu'il faut déconstruire. Et donc nous sommes candidats à cette élection parce que nous pensons qu'un cycle prend fin qui a commencé depuis les années 90, qui a été un cycle qui a conduit les Ivoiriens au bas. Lors de son passage remarqué sur le plateau de la chaîne télé Live TV, en compagnie des journalistes Christelle Meledge, Herman Aboa, Daouda Koulibaly et Élisée Olougbe, le député, journaliste d'investigation candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, le RHDP ne serait pas majoritaire sur la liste électorale, contrairement au discours officiel. Une déclaration choc qui relance le débat sur la crédibilité des chiffres, la transparence du processus électoral et l'avenir des élections en Côte d'Ivoire. Ne manquez rien de cette sortie médiatique explosive sur Live TV, qui pourrait bien changer la donne pour les échéances électorales à venir. Abonnez-vous afin de ne rien rater de l'actualité africaine en temps réel. Afrique décryptée. Monsieur Saleh Timoko, vous avez véritablement bâti votre réputation sur la transparence et la dénonciation. Peut-on aujourd'hui dire que vous incarnez véritablement une rupture avec les grands partis accusés de clientélisme au niveau national? Effectivement, mon parcours social même est une rupture. Mon profil est une rupture. Je suis d'un élu indépendant. J'ai un parcours de dénonciateur. J'ai mené des combats importants qui ont des impacts sur la vie des Ivoiriens. Et je considère que notre problème le plus fondamental, c'est la question de la gouvernance. Mais le système politique que nous avons est lui-même porteur de corruption. Donc, quel que soit le président qui viendra au pouvoir, si c'est le même système qui l'envoie au pouvoir, il n'aura même pas les moyens de lutter contre la corruption. Ce qui veut dire qu'il faut aller à la rupture maintenant. Quel est le système justement que vous dénoncez? Le système que je dénonce, c'est un système qui tue le génie qui dort en chaque Ivoirien. C'est-à-dire? Par la corruption, par la fraude, par la manipulation de la loi, les Ivoiriens eux-mêmes ont perdu confiance dans leurs valeurs. Aujourd'hui, moi je suis un élu. Quand des jeunes de ma commune viennent me voir à la mairie pour demander que, par rapport au concours qu'on passe en Côte d'Ivoire, ils ne demandent pas au maire que je suis de les aider à avoir les frais de dossier. Ils demandent au maire que je suis. Monsieur le maire, est-ce que vous ne connaissez pas le réseau? Est-ce que vous ne savez pas comment on fait pour rentrer à la ligne forte? Attends, pendant les élections municipales et législatives, il y a des candidats du parti au pouvoir qui vont dans les villages et qui disent à nos parents, si vous voulez que vos enfants travaillent, vous devez voter pour nous. Et ils font des listes. Et effectivement, quelque temps après, ces gens rentrent à l'école, à la fonction publique. Mais quand vous construisez une telle société, vous ne créez pas le génie qui dort en chacun de nous. Parce que chacun est convaincu qu'il ne pourra pas réussir tant qu'il n'est pas dans le réseau. Cette société-là, nous voulons la remplacer par la société de confiance. Et donc, ce que Marius pose comme question, elle est extrêmement pertinente. Quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants? Est-ce que c'est une société dans laquelle chacun aura ce qu'il mérite, ou bien c'est une société dans laquelle ton nom, ton parti politique vont primer sur tes connaissances? C'est ça qu'il faut déconstruire. Et donc nous sommes candidats à cette élection parce que nous pensons qu'un cycle prend fin qui a commencé depuis les années 90, qui a été un cycle qui a conduit les Ivoiriens au malheur. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait qu'il vaut mieux être à la périphérie de ce qui s'élève qu'au cœur de ce qui s'effondre. Ce qui s'effondre, c'est une architecture politique dépassée qui s'effondre à partir de 2025. Ce qui va s'élever, c'est cette demande des Ivoiriens d'un changement de gouvernance qui fasse en sorte que chaque Ivoirien ait les mêmes droits devant la justice. Donc avec vous, une nouvelle Côte d'Ivoire. Marius relance et on termine. C'est-à-dire que véritablement votre discours sur la souveraineté économique que vous prônez au niveau national n'est pas du tout une stratégie, j'allais dire, irréaliste, mais plutôt, on pourrait peut-être aussi le qualifier d'un rêve populiste. Mais non, vous savez, bon, dès lors que nous sommes dans une globalisation, c'est une expression que beaucoup utilisent aujourd'hui. Mais vous savez, le contraire du populisme, c'est la populophobie. Absolument. Soit vous aimez les Ivoiriens, soit vous les détestez. Ce sont deux barques différentes. Et donc, le procès en populisme est un procès qui n'a pas son sens. Quand on s'engage pour les Ivoiriens dans la crise de la data, est-ce que ça produit des résultats pour les Ivoiriens? Bien sûr.
Aujourd'hui, on peut acheter la data à moindre coût. C'est parce que des Ivoiriens, dont moi, se sont levés pour affronter ces gens-là. Si aujourd'hui, on ne paie plus les cotisations COJES en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'un élu s'est levé contre ça. Et donc, le combat social a un impact. C'est vrai que, vous savez, moi, je suis un peu dans l'esprit un libéral, hein, mais avec une forte dose de social. D'accord? Nous avons les moyens, dans ce pays-là, d'offrir un peu de dignité à chaque Ivoirien. Il suffit de relever un peu le niveau de la gouvernance et de faire en sorte que ce que chacun mérite lui revienne de droit. Parce que le système dans lequel nous vivons est un système qui décourage l'entreprise, est un système qui décourage ceux qui veulent agir pour le pays. Est-ce que nous voulons abattre? Très bien. Herman, Herman. Bon, je reviens. Tout à l'heure, vous avez cité Nietzsche, en parlant de la préférence de rester dans la périphérie au cœur de la machine. Est-ce que c'est cela qui justifie un peu votre isolement ou bien votre éloignement de toute cette opposition que vous estimez peut-être ne pas vouloir faire ménage avec cette opposition? Est-ce que vous, au-delà de cela, vous entendez plus ou moins les préalables ou bien les cris de cette opposition? Oui, mais ADCI a produit un communiqué très clair lorsque des potentiels candidats ont été retirés de la liste électorale. On a produit un communiqué très clair. Dans mon discours de mai à Yopougon, j'ai dénoncé ces exclusions. À Yamoussoukro, le 14 juin, j'ai encore dénoncé les exclusions. Je ne suis pas isolé de l'opposition. Je suis un citoyen qui a son parcours qui lui appartient et qui fonctionne de sa propre dynamique. Le meeting de Kapsi à Yopougon, ADCI a participé. On y était. La dernière marche de l'opposition à Yopougon, ADCI a participé, on y était. Moi, je n'étais pas là, mais mon mouvement a participé à ce truc-là. Ça veut dire qu'il y a des combats, il y a des questions sur lesquelles nous partageons le même avis que l'opposition. Mais c'est pas sur toutes les questions que nous partageons le même avis. Et nous voulons rester dans Quelles sont les questions de divergence? Voilà, des divergences, par exemple, c'est la question. Les points de divergence? Les points de divergence que nous avons, c'est de faire croire que l'élection est gagnée d'avance. C'est de faire croire, par le parti au pouvoir, c'est de faire croire que la liste électorale est tellement corrompue qu'elle garantit une victoire automatique au RADP. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que ça, c'est de nature à démobiliser les Ivoiriens et ils n'iront pas voter. Sur la CEI. Et sur la CEI? Bon, sur la CEI, vous savez, moi j'ai fait une proposition de loi sur la CEI. Elle est encore sur la table du Parlement. Laquelle? À savoir que nous devons réformer en profondeur notre CEI. Notre CEI est victime de sa configuration. C'est les partis politiques qui ont voulu cette CEI-là. Moi, j'étais au Parlement quand on a fait la modification de la loi sur la CEI pour intégrer le PPACI dans le bureau central. Mais si vous voyez les minutes de la vidéo de mon intervention, mais j'ai dénoncé les partis politiques. Parce qu'en réalité, ce que chacun veut, c'est de contrôler l'appareil. Nous pensons que cette CEI-là, il faut la réformer en profondeur. Très bien. Mais le temps pour le faire n'est pas maintenant. Comment jugez-vous les propos tenus? Non, vous n'êtes pas parole. Oui, c'est vrai. Élisée d'abord, il demandait la parole. Okay. Vous avez raison, Christelle. À vous, M. Assalé, honorable, à vous écouter, on sent que vous portez des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ces valeurs que vous portez? Et la deuxième question, on vous a vu en tandem avec M. Toby. Là, on vous a vu déposer votre candidature. Ce soir, on a vu M. Toby déposer sa candidature. Tout à fait. Doit-on comprendre que c'est juste une alliance de partis qui sont mis ensemble, pardon, d'acteurs politiques qui sont mis ensemble, ou bien c'est, je veux dire, c'est une fusion qui est prévue, ou bien qui est en vue. Et on veut bien comprendre. Et là, on parle d'un Juna. Alors, sur la première question, quelles sont les valeurs que nous portons? Mais les valeurs que nous portons, tout le monde les connaît. Nous sommes pour la probité de l'engagement politique. Nous sommes pour l'amour du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes pour que la bonne gouvernance soit le premier facteur pour occuper une fonction dans ce pays. Nous sommes pour que la Côte d'Ivoire s'occupe de ses enfants. Voilà, résumé, quelques valeurs que nous portons. Ensuite, sur un Juna? Sur la coalition qu'on a créée, mais c'est une coalition qui est liée au profil que nous portons. Vincent Toubi et moi, nous portons pratiquement le même profil, nous portons un discours commun sur des questions qui traînent les Ivoiriens. Notre alliance est stratégique. Ce n'est pas avant la décision du Conseil constitutionnel que nous dévoilons le contenu de l'alliance. Nous attendons le 10 septembre. Si le Conseil constitutionnel valide nos deux candidatures, à partir de ce moment-là, nous prenons une position que vous verrez. Très bien. Nous ne souhaitons pas qu'un passe et l'autre ne passe pas. Là également, nous prenons une position. Non, on voit déjà qu'il y a une possibilité de fusion quelque part. Okay. Bon, ça c'est une parenthèse. On écoute Daouda. Ils sont déjà fusionnables. Monsieur Assalé Timogo, moi, ma question elle sera vraiment simple. C'est qu'aujourd'hui, techniquement, quand vous regardez un mastodonte comme le RHGP, comment est-ce que vous comptez faire pour gagner face au RHGP?
aujourd'hui? Quelle est la stratégie que vous mettez en place? C'est vous qui appelez le RADP mastodonte. Mastodonte par rapport à quoi? Ça fait 15 ans qu'ils sont là quand même. Oui, mais ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été, qui sont indéboulonnables. Ah, non, je peux pas. D'après eux, le bilan, il est inattaquable. On va l'écouter. Donc dites-moi, où déjà vous pouvez commencer à attaquer leur bilan? Parce qu'on vous sait très 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 fort dans ce domaine. Oui, mais vous savez, ce qui fragilise une partie de l'opposition, c'est parce qu'elle a déjà gouverné. Et donc le RADP leur oppose le passé. Quel est le passé que le RADP peut m'opposer quand j'ai critiqué leur gouvernance? Mais déjà votre gestion de Tchassalé? Mais dans ma gestion de Tchassalé, je vous dis, demandez au ministère de l'Intérieur, Tchassalé était un modèle en matière de gouvernance locale. Modèle. Quand tous les bailleurs de fonds arrivent en Côte d'Ivoire par rapport aux collectivités, l'une des collectivités qui sont prises en exemple, c'est Tchassalé. Vous comprenez? Le RADP a géré la commune de Tchassalé de 2013 à 2018. Ils nous ont laissé une dette de 800 millions pour un budget de 400 millions. Aujourd'hui, la dette est à 11 millions. Avec un budget de 1 milliard. Ça, c'est mon bilan, ça. En tant que maire de ma commune. Ça, c'est au niveau micro. Au niveau micro. Ce que j'ai fait au niveau micro, je peux l'appliquer au niveau macro. Vous savez, une mairie, une commune, c'est un État en miniature. Absolument. C'est la même gouvernance. On a un parlement qui est le conseil municipal. Vous avez un militant sur le plateau, il est tout en jaune. Donc tout peut être déployé. On va écouter. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Le RADP ne m'effraie pas du tout. Parce que je considère que ceux qui jugent en réalité, c'est les Ivoiriens. Il faut leur tenir un discours qui les rassure. Il faut leur tenir un discours qui les motive à aller voter. Et donc, le RADP n'est pas... Par rapport aux législatives, par rapport aux municipales, par rapport aux régionales, ils ont la majorité. Mais ceux qui votent en Côte d'Ivoire et qui ont voté le RADP ne sont pas majoritaires. Je crois en termes de François Mitterrand. Voilà. Et donc pour nous, si les Ivoiriens veulent le changement, il est dans leurs mains. Leur bulletin de vote est l'arme la plus redoutable qu'ils peuvent utiliser pour faire le changement. Mais ils ne vont pas voter. Et après, ils se plaignent de ce que les choses changent. On ne peut pas présumer qu'ils ne vont pas voter. Ah mais non, depuis 2010, ils ne votent pas. Oui, mais on les appelle. Il y a une élection qui arrive. Depuis 2010, ils ne votent pas. Oui. Depuis 2010, il faut être conscient. Ils allaient voter. Donc, ils sont les gens à aller voter. Herman, laissez le candidat. Donc le RADP pour nous n'est pas un mastodonte, c'est les Ivoiriens qui font que... On termine avec Marius. Lorsque la période de la campagne présidentielle s'ouvrira, eh bien nous aurons des grands discours et des véritables débats. Mais bien sûr. Et nous souhaiterions véritablement vous recevoir sur ce plateau. Vous savez ce que je vais vous dire? Ce que vous devez dire, c'est que, dites-nous. Contrairement aux autres candidats, moi je suis un journaliste d'investigation. D'accord. Donc il y a des choses que je sais Bien sûr. sur la gouvernance de ce pays-là. Il y a des pratiques dont je suis au courant. Et ça, c'est le RADP. Quand on parle de notre bilan inattaquable, vous savez, le bilan des infrastructures, le débat, on peut le faire. En période de paix, en période de stabilité, n'importe quel président peut avoir les mêmes ambitions de construire des infrastructures. Mais un héritage pour un président qui est en place, ce n'est pas les infrastructures. Qu'est-ce que c'est? C'est l'héritage politique. C'est la réforme des institutions. C'est la société que nous bâtissons. C'est les valeurs que nous laissons à la nation. C'est ça qui est l'héritage politique. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'on n'a pas une bonne institution? Daouda, est-ce que vous avez la parole? Je considère que nos institutions sont trop liées aux individus qui les dirigent. Très bien. De sorte que, quand le président dit, quand au RADP on dit que le président reste en place parce qu'il faut de la stabilité, il faut de la paix, ça veut dire qu'on n'a pas d'institution. Parce que si le président sort, le pays ne vit plus. Voilà le discours qu'on envoie aux Ivoiriens. Ça, il faut déconstruire cette image-là et faire en sorte qu'on construise des institutions qui vont suivre aux hommes et non pas des institutions qui vont s'effondrer. Il nous reste donc 1 minute et vous l'avez 7 minutes. Si votre candidature est validée par le Conseil constitutionnel sur ce plateau, nous aimerions donc vous inviter. Devant quel candidat vous aimeriez faire un face-à-face pour présenter votre bilan et puis questionner donc le bilan, ou du moins le projet du candidat? Mais nous souhaitons qu'il y ait le maximum de candidats pour que le choix des Ivoiriens soit le plus large possible et que le débat se passe. Depuis 1995, il n'y a jamais eu de débat de fond en Côte d'Ivoire au présidentiel sur les questions d'intérêt des Ivoiriens. En dehors de 2010, où il y a eu un face-à-face historique entre le président Gbagbo et le président Ouattara, depuis, on n'a pas eu de débat. Vous aimeriez faire un face-à-face avec le candidat du RHDP? Mais bien sûr, pourquoi pas? Herman, laissez le candidat. J'ai l'impression d'avoir un militant, c'est une groupie carrément. Non, sur le plateau. Allez-y. Si je serais très heureux d'être en face du candidat du RADP, président au pouvoir depuis 15 ans, qui va défendre son bilan, et moi qui vais venir avec mon projet pour les Ivoiriens, qui pourra supplanter le projet du RADP, parce que ce projet-là, je le conçois depuis 2007.
Très bien. On espère en tout cas que les équipes de communication du candidat président sortant Alassane Ouattara nous permettra donc d'avoir ce face-à-face avec vous, puisque vous je voudrais préciser que une fois que le Conseil constitutionnel a validé les candidatures, oui, il n'y a plus de président et d'autres candidats. Bien sûr, on n'est pas encore là. Il y a le candidat et le candidat. Bien sûr, on n'est pas encore. Le parti au pouvoir et les autres candidats. Donc on espère en tout cas qu'une fois validé. Pour lui, on a tout le respect qu'il faut. Bien sûr. Mais quand on a dans la campagne, une fois qu'on sera dans le point de la campagne, vous aimeriez donc à faire un face-à-face avec le candidat Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci d'être